De la Gironde, également avec nous Alexandre Wizy, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de l'Oise et enfin Martin Lévrier, sénateur Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Cet après-midi, nous allons donc passer ensemble l'état des forces en revue, les différents scénarios possibles de gouvernement. On va déjà voir l'une des images du jour, c'est l'entrée en force du groupe Rassemblement National à l'Assemblée avec Marine Le Pen que l'on voit ici à côté de Sébastien Chenu. On a également pu voir le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Le troisième bloc de ces législatives a offert une image d'unité, puissant numériquement, mais il n'a aucune chance de gouverner, tandis que les coalitions du nouveau Front populaire et d'ensemble qui sont arrivées devant font désormais face à des tiraillements internes. Une partie du camp présidentiel, notamment, regarde sur sa droite. Dans ce contexte, LR pourrait jouer un rôle charnière. Jérôme Rabier. C'est l'absence d'accord durable avec les Républicains qui a poussé Emmanuel Macron à la dissolution. Et pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui à défendre une alliance entre LR et le bloc centriste. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, plaide pour cette solution, même temporaire. Est-ce qu'à l'intérieur de ce bloc, on est capable de s'entendre, non pas du tout sur une coalition, je ne crois pas qu'on y arrivera, mais sur un accord technique qui permet d'avancer et de gérer les affaires du pays pendant au moins un an. Sur le papier, cela permettrait d'atteindre une majorité relative d'environ 230 députés, davantage que les forces du nouveau Front populaire. Car pour certains à droite, le danger est là, un gouvernement de gauche avec la France insoumise. Et la façon de dire non à la France insoumise, c'est ce choix que je fais d'un gouvernement de rassemblement, d'urgence, pour traiter les urgences, dirigé par les Républicains. Un Premier ministre issu des Républicains, une idée aussi portée par l'ancien président du groupe LR, Olivier Marleix, dans les colonnes du Figaro. Mais certains restent davantage sur la ligne posée par Laurent Wauquiez. Le soir du second tour, le nouveau président du groupe à l'Assemblée avait dit ni compromis, ni compromission. Une ligne indépendante aussi défendue au Sénat par Bruno Retailleau. Mais son homologue centriste, Hervé Marseille, l'appelle à la raison. Si les Républicains préfèrent avoir un gouvernement avec LFI, voire dirigé par LFI, qu'ils le disent. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Hervé Marseille plaide pour une ouverture plus large, incluant les sociaux-démocrates, comme le groupe Renaissance à l'Assemblée, qui vient de publier un communiqué qui réclame cette large coalition. Alors Martin Lévrier, on voit certains au groupe Renaissance qui sont plutôt intéressés par une coalition avec la droite. D'autres, on le voit avec ce communiqué, qui sont intéressés par une large coalition qui irait de la droite de gouvernement aux sociaux-démocrates. Vous vous situez où, vous ? Au centre. Non, plus sérieusement, j'entends parler beaucoup de Premier ministre, de pouvoir. Moi, j'aimerais qu'on parle de responsabilité et de pays à gouverner. Et je voudrais qu'on écoute... Je ne vous parle pas de Premier ministre, hein. Je vous parle... Non, mais j'y viens parce que moi j'ai retenu aussi de ce vote de dimanche dernier où il y a eu une participation extraordinaire, une espèce, on a appelé ça un front républicain, mais moi je vois plutôt des gens de gauche qui ont voté, à gauche évidemment, mais aussi parfois à droite, parfois au centre, des gens du centre qui ont voté parfois à droite, parfois à gauche, et des gens de gauche qui ont voté parfois à droite, parfois au centre. C'est quand même une sacrée leçon qu'ils nous ont donnée à nous les politiques qui passons notre temps à faire des combats, et une leçon d'humilité que nous devrions avoir tous aujourd'hui pour se dire, le message des Français, c'est quoi ? S'ils sont prêts, pour éviter des extrêmes, à voter contre leurs propres idéaux, c'est qu'ils nous demandent à nous d'avoir, pour au moins 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, un programme, un projet commun qui permettra de continuer à faire avancer la France. Donc je me situe effectivement au centre parce que je crois que les gens de bonne volonté sont des deux côtés, à partir du moment où on exclut les deux extrêmes. Donc vous allez de la droite de gouvernement aux sociaux-démocrates, aux démocrates sociaux, oui. Voilà. Valérie Boyer, votre regard là-dessus, quelle est votre position, une coalition avec Renaissance, est-ce que c'est possible pour vous ? Je vais me permettre de faire une boutade. J'aurais peut-être pu vous répondre sereinement, mais je viens d'apprendre que le président de la République va encore s'adresser aux Français. Alors déjà que c'est compliqué, si en plus il recommence à mettre du bazar dans le bazar qu'il a suscité à tout niveau, je pense que ça ne va pas ajouter à la clarté. On attend effectivement une lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale. À un moment donné, là, ça relève plus de la politique, mais peut-être d'autres choses. Je dirais que les Républicains ont fait preuve de responsabilité, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, parce que nous avons toujours refusé un non catégorique ou un oui total.
puisqu'on a dit que c'était pour les projets. Et je dois dire que le texte immigration a été un exemple. Les retraites Exactement. Quand on a vu la façon dont la Macronie et surtout le président de la République a traité les Républicains en se moquant du monde, en se moquant des Français, en faisant en sorte de dire on accepte le texte, mais je fais un recours au Conseil constitutionnel qui ne s'est prononcé d'ailleurs que sur de la forme pour refuser le texte. Là, on se dit que vraiment, c'est pas possible. Comment croire, comment avoir confiance dans une personne ou des personnes qui, à chaque fois que la main a été tendue, à chaque fois qu'on a essayé de travailler sur un dossier, ont tout fait pour faire en sorte que ce dossier capote. Donc vous n'êtes pas partante. Donc c'est le premier point. C'est le premier point. Et moi, je suis quand même étonnée qu'après le bazar que Emmanuel Macron a suscité, il demande prenez vos responsabilités, gouvernez. Mais comment avoir confiance dans la parole du président de la République qui a passé son temps à dire tout et son contraire aujourd'hui? C'est peut-être quelque chose qui va se réexprimer. Là, il va se réexprimer. On va voir effectivement ce qu'il va dire. Voilà quelque chose qui va peut-être vous mettre d'accord pour le coup, Alexandre Ouizy. Non, mais nous, si vous voulez, on dit quelque chose de simple. Il y a une logique institutionnelle dans ce pays. Il y a des gens qui sont arrivés en tête des élections, c'est le nouveau Front populaire. En 2022, quand Emmanuel Macron, avec une majorité relative, est arrivé en tête des élections, qu'a-t-il fait? Même si la majorité était relative, il a été nommé quelqu'un de son groupe politique et il a été à Matignon. Donc la logique politique, la logique institutionnelle, c'est que le nouveau Front populaire soit au gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du fait que l'Assemblée est une assemblée pour l'écrasante majorité, je mets à part justement le Rassemblement national. Vous savez la difficulté. C'est une assemblée de... vous n'avez pas du tout une majorité absolue. Il peut y avoir des motions de censure, ça peut devenir très compliqué. Que l'Assemblée soit une assemblée de front républicain, que nous ayons à prendre des engagements, comme par exemple ne pas utiliser les méthodes brutales du président de la République sur le 49.3 à l'Assemblée nationale. D'accord. Mais la logique institutionnelle, c'est bien que le nouveau Front populaire soit demain en responsabilité. J'ajoute deux choses. S'ils voulaient gouverner avec les Républicains, que ne l'ont-ils fait avant? Ils étaient finalement en majorité absolue. Et dernier point, qu'est-ce que ce sont que les Républicains, en fait? Moi, j'étais avec Geoffroy Didier il y a quelques jours sur votre plateau, qui nous expliquait qu'il avait un problème de méthode avec Éric Ciotti. Et de l'autre, vous avez des gens qui sont des Républicains sincères, dans la lignée du général de Gaulle, etc. Donc en fait, je ne sais même pas ce qu'est un Républicain aujourd'hui. Donc quelle allure aurait cette coalition? Voilà juste pour... Je le sais un peu plus au Sénat. Bruno Retailleau dit la même chose, dit quelle allure aurait cette coalition avec la gauche. On est d'accord avec ça, avec le Parti socialiste. C'est quand même compliqué, excusez-moi, de donner des leçons de maintien. Quand on s'allie à LFI, moi j'avoue que ça c'est quelque chose, je crois que moi qui ne me. Mais si vous voulez les leçons de maintien, regardez dans quel était votre parti. Moi je veux pas, je suis pas là pour dire, je suis pas là pour distribuer. Et d'ailleurs vous-même non plus, je crois que vous n'êtes pas là pour ça, distribuer les bons et les mauvais points. Regardez la Commedia dell'arte avec Éric Ciotti au balcon, etc. Je pense que les leçons de maintien, de maintien, il faut que chacun se regarde. Les accords avec LFI et aider quelqu'un et aider un parti à faire élire un triple fichier S, moi je pense que ça c'est une limite quand même. C'est votre vérité. Vous le savez bien. Bon, on voit qu'en tout cas, on aurait sans doute du mal à vous mettre d'accord. Qu'est-ce que vous inspire cette situation, Edwige Diaz, aujourd'hui? Nos adversaires politiques ont tenté par des manœuvres parfois déshonorantes, de nous écarter de la vie parlementaire française. Or, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on constate qu'ils ont échoué dans leur tentative d'écarter, d'invisibiliser les Français, les 10 millions de Français qui finalement ont accordé leur confiance à 143 Vous arrivez quand même députés du Rassemblement national. Vous arrivez quand même bon troisième, avec aucune possibilité mais regardez, d'avoir le gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, s'il n'y a pas de coalition possible, s'il y a une implosion de la gauche, s'il y a des tractations, s'il y a de la tambouille politique, si le président de la République est dans l'incapacité de nommer un gouvernement, c'est parce que nous sommes arrivés très nombreux à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je souhaite adresser un message d'espoir à nos électeurs. La marée monte et nous finirons par arriver au pouvoir. Pardon, mais juste parler de manœuvres déshonorantes pour en fait le fait que les électeurs ont choisi
fait, c'est pas une manœuvre déshonorante. Les électeurs ont choisi le Front républicain en conscience. Et que vous n'arriviez pas à comprendre que ce que vous représentez a créé des anticorps dans le pays qui vous ont ramené à un étiage beaucoup plus bas que celui que vous espériez. C'est un problème. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Que de passer de 300 triangulaires à 90. Donc les électeurs se sont déshonorés. Les électeurs se sont déshonorés en mettant en place le Front républicain. Attendez. Mais quel Front républicain avec LFI, un Front républicain avec LFI. Depuis quand le nouveau parti NPA là et Monsieur Mélenchon fait partie de l'arc républicain? Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est vos alliés pourtant. Si je peux me permettre, je reviens à l'humilité, à ce que nous ont dit les Français. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'exact contraire de ce qu'ils attendent. Exactement. Ces espèces de réapprenons à débattre et non pas combattre. Débattre, c'est tout faire pour qu'il n'y ait pas de combat. Or là, on s'envoie, enfin vous envoyez, pour l'instant je me suis retenu, des anathèmes, et toi t'es moins bien que moi, arrêtons. Comment on construit un gouvernement, comment on construit une histoire à la France aujourd'hui, alors qu'il y aura une élection présidentielle dans presque 3 ans, et peut-être des élections législatives avant? Est-ce qu'on peut se permettre de continuer ces petits combats de coq entre nous ? Alors que sur le fond, sur beaucoup de projets, nous serions capables de nous entendre. À partir du moment où je le redis... Pourquoi pourriez-vous vous mettre d'accord? Sur quoi on pourrait se mettre d'accord? Avec LR, avec les socialistes, la coalition est aussi large. Si je reprends la réforme des retraites, soyons provocateurs, qui était l'exact contraire de ce que vous avez dit, Madame Boyer, puisque c'est la droite qui l'a torpillé à l'Assemblée nationale, et c'est pas le président de la République. Mais je reviens à la réforme des retraites. Il y a des pistes d'amélioration à trouver. Et on est capable de les trouver avec la droite et avec la gauche. Je rappelle que la gauche, qui a combattu et non pas débattu sur ce sujet, a juste oublié qu'il y a eu une réforme de Marisol Touraine, quelques années avant, votée et construite par la gauche, qui ressemblait étrangement à celle que nous... Je finis. Vous permettez là-dessus, non, merci. La gauche promet l'abrogation. Je sais, mais je sais qu'elle le promet, mais je sais qu'on peut trouver des pistes de construction autour de ce sujet-là, parce qu'on est parti de la réforme Touraine, qui... La différence avec nous, c'est qu'elle ne traitait pas les difficultés des plus pauvres et qu'elle était plus lente. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et donc je pense qu'on est capable de trouver des solutions, je ne sais pas lesquelles, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Sur le logement, où on a été mauvais, moi je le dis clairement parce que je sais qu'on a des défauts aussi, il y a des pistes qu'on pourrait trouver ensemble. Sur la santé, j'ai entendu M. Hollande oser dire l'autre jour que c'était une honte, les déserts médicaux, etc. Mais que n'a-t-il réformé le numerus clausus quand il était président? Il ne l'a pas fait. Donc arrêtons de nous envoyer des anathèmes. Il y a un vrai problème de santé. Il est commun à tous. Trouvons ensemble. Voilà quelques pistes. L'immigration aussi, il y a des solutions. Alexandre Willy. Notamment un référendum que le président de la République a refusé de toutes ses forces. Voilà. Mais quelle est la question qu'on poserait en référendum? Non, mais commençons peut-être par dire que nous avons des désaccords entre nous et que cela n'est pas indigne, que c'est la vie d'une démocratie et que c'est des choses... Je dis juste un chose simple. Mais est-ce qu'il peut y avoir des points d'accord malgré ces désaccords? Ça existe, évidemment. Mais juste, je prends l'exemple de la réforme. Je prends l'exemple de la réforme des retraites. Je reprends point par point ce que vous avez dit. Je prends l'exemple de la réforme des retraites. On parle d'une réforme qui a été majoritairement combattue par 90% des actifs, 75% des personnes dans le pays, que vous avez fait passer dans les conditions que vous connaissez par 49.3 et sur lesquelles nous avons pris un engagement ferme, nous sommes arrivés en tête, qui est celui de l'abrogation. Donc, et vous êtes en train de dire que la réforme Touraine ressemble à votre réforme, vous savez que c'est faux, puisque vous avez décalé l'âge pivot de 2 ans et donc entraîné le fait que les gens qui sont partis qui ont commencé à travailler le plus tôt se retrouvaient aspirés dans votre réforme et donc en difficulté. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Deuxième point, je continue. Est-ce qu'il y a un point d'accord possible sur les déserts médicaux? Nous vous avons proposé à l'Assemblée nationale, dans un cadre transpartisan, de réguler l'installation des médecins pour faire face à la pénurie. Vous l'avez repoussé. Donc, il faut un nouveau Front populaire au gouvernement et ensuite, il trouvera les compromis à partir de son programme qui est arrivé en tête. À 1 000 milliards de dettes, on parle dans le vide, avec une note qui a été dégradée. La régulation des déserts médicaux, c'est pas du budgétaire. En plus, avec une note qui a été dégradée juste avant la dissolution. C'est peut-être une des raisons. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a eu la dissolution. C'est pas simplement parce que le président de la République était vexé du résultat des européennes où il s'était beaucoup impliqué, mais c'est aussi parce qu'il était dans une impasse budgétaire. C'est quand même difficile. Vous avez noté qu'il n'avait pas bougé. On est en parfaite santé. On est en parfaite santé économique grâce au Mozart de l'économie. C'est formidable. Edwige Diaz. Oui, sur le plateau, je vous entends les uns et les autres parler de il faut entendre le message des Français. Nous avons proposé des textes transpartisans, mais pardon de vous dire que vos masques tombent.
parce que vous êtes les premiers à vouloir écarter les 143 députés du Rassemblement national de toutes les fonctions qui, normalement, sont réparties à la proportionnelle. Et donc, en ce sens, je pense que les Français aussi vous ont sanctionné parce que vous méprisez les 10 millions d'électeurs que nous avons obtenus et vous essayez de nous invisibiliser de la vie parlementaire française. Et je pense que les électeurs continueront de vous sanctionner parce que vous, à gauche, vous avez demandé à vos électeurs de voter pour... Vous êtes troisième, en fait. Avec 50, on n'est pas tellement sanctionné quand même. Donc, inverser le réel, mais à gauche, vous avez demandé à vos électeurs, vous avez demandé aux macronistes de voter pour vous. À gauche, vous avez demandé de voter pour des macronistes. Et au final, le parti est totalement paralysé à cause de vos tambouilles de désistement. Et je crois vraiment que les Français aujourd'hui se réveillent avec le sentiment d'avoir été trahis. Et je pense que ça se ressentira dans les urnes la prochaine fois. Ils sont fiers de leur pays, ils savent ce qu'ils ont fait. On va tout de suite se rendre salle des conférences. On va rejoindre Quentin Calmet qui se trouve avec le sénateur Union centriste Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. C'est à vous, Quentin. Bonjour Loïc Hervé, merci de nous avoir rejoints en direct ici sur Public Sénat. Alors on vient d'apprendre que Laurent Wauquiez est élu président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale et il vient de dire « Nous ne participerons pas à une alliance gouvernementale ». L'idée donc d'une grande coalition qui irait des LR jusqu'à Renaissance, voire certains sociaux-démocrates, cette idée, elle s'éloigne un peu plus aujourd'hui? Elle s'éloigne parce que le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale le dit. Je ne suis pas sûr qu'il représente l'intégralité de ce que pensent les Républicains à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays, et peut-être en passant par le Sénat. Et donc, il y a la nécessité d'avoir je ne parlerai pas de coalition, mais en tout cas une entente, peut-être temporaire, qui se rapproche le plus possible du chiffre de 289, et qui permettrait d'avoir, pendant un certain nombre de mois, la possibilité de gouverner ce pays, de faire adopter un certain nombre de textes, et de donner notamment un budget à l'automne. Et donc c'est autour de ça qu'avec mes amis de l'Union centriste, notre président Hervé Marseille, nous plaidons pour que les grands dirigeants politiques des formations du bloc central se parlent. Et les Républicains font partie de ces interlocuteurs-là. Mais Hervé Marseille disait déjà ce matin que ça semblait compliqué. Il dit ce matin sur Public Sénat, bien sûr qu'il y a des contacts avec LR. Le problème, c'est qu'il y a des responsables sur une ligne isolationniste. C'est ce qu'il a déploré ce matin sur Public Sénat. Vous l'entendez, que les dirigeants LR semblent rejeter cette idée de coalition. Mais un certain nombre de dirigeants LR, notamment de députés, ont bénéficié des désistements. Parfois, ils n'ont même pas eu de candidat de la majorité présidentielle sortante contre eux au premier tour des élections législatives. Donc, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont une responsabilité dans la situation que nous connaissons et qu'ils ont aussi fait partie de l'arc républicain que nous avons construit. Ouais. Moi-même, je l'ai fait dans mon département de la Haute-Savoie et donc, je pense qu'on ne peut pas se dédouaner tout le temps, procrastiner, attendre le lendemain. La responsabilité des Républicains aujourd'hui, c'est de discuter, d'échanger avec tout le monde et de participer à la place qu'ils voudront bien avoir. Mais d'ailleurs, la question que Laurent Wauquiez à laquelle il ne répond pas, c'est de savoir s'il ferait tomber un gouvernement il le dit sur un gouvernement comprenant des ministres LFI ou un gouvernement du Front populaire, en disant qu'il voterait une motion de censure. Le ferait-il sur un gouvernement qui serait un gouvernement du bloc central et qui dépasserait par son effectif de soutien le gouvernement du nouveau Front populaire, qui n'est même pas à 200 députés. J'ai encore deux petites questions. Une première très simple. Est-ce que Gérard Larcher pourrait être l'incarnation qui pourrait rassembler au nom de cette coalition qui irait du centre jusqu'à la droite? Moi, je pense qu'on a besoin de Gérard Larcher comme deuxième personnage de l'État, ici au Sénat, pour faire fonctionner cette institution. Après, c'est à lui d'y répondre. Mais je pense que, et en cela, je suis d'accord avec mon président de groupe, évidemment, on a besoin d'un Gérard Larcher pour être celui qui parle à tout le monde, dans la grande culture gaulliste qu'est la sienne, et aussi de tenir cette institution qu'est le Sénat. Nous avons un Sénat qui fonctionne, avec une majorité sénatoriale qui fonctionne, groupe LR, groupe Union centriste, et il faut préserver ça à tout prix. Une dernière question. On vient de voir que Emmanuel Macron a écrit aux Français dans une lettre publiée par la presse quotidienne régionale. Il appelle les responsables politiques à construire une majorité plurielle et il temporise comme ça. Il dit que Gabriel Attal restera à Matignon tant que ces responsables politiques ne sont pas mis d'accord pour une grande coalition. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, après la dissolution qui
mais le pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, je pense que le président de la République ferait bien de prendre un peu de recul sur la situation. Et comme nous sommes une démocratie parlementaire, nous ferions bien de démontrer que c'est au Parlement que les choses se passent, et donc c'est aux responsables parlementaires, à l'Assemblée, au Sénat, parmi les responsables politiques, de discuter et de proposer quelque chose qui permet de sortir le pays de l'ornière, au moins temporairement. Il n'a plus la main, Emmanuel Macron. Mais évidemment plus. Et on est dans une fin de règne qui va durer 3 ans. Donc ce serait bien que le président de la République reste à la place qui est la sienne. Merci. Et qu'il laisse les responsables politiques faire leur discussion, ce qui est le propre de toute démocratie parlementaire, y compris dans les pays qui nous entourent. Merci Loïc Hermé pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat. C'est à vous. Merci beaucoup Quentin. Et le président de la République tente de reprendre la main puisque la lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale vient d'être dévoilée. On peut notamment y lire que le président de la République demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. On entend donc que le président de la République fait un appel à une coalition large. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Wizy ? Écoutez, moi ce que je lis, c'est déjà une négation de ce qui s'est passé dimanche. Le président de la République écrit « Personne ne l'a emporté ». La réalité, c'est que dans toutes les élections de ce pays, il y a toujours eu quelqu'un qui arrivait en tête. Et qu'en 2022, il se trouvait dans la situation de la gauche et que jamais il n'a écrit à toutes les forces politiques pour dire personne ne l'a emporté. Qu'a-t-il fait ? Il a nommé un Premier ministre de son camp. Nous proposions... Une majorité relative. Excusez-moi, je finis un peu plus forte que celle que vous avez quand même aujourd'hui. Ça me semble assez grave. Oui, mais le principe était le même. Et il n'y avait pas qu'un seul parti. Nous, ce que nous avons proposé, c'est une méthode justement pour ne pas bloquer le pays. Un gouvernement de Front Populaire, parce que nous sommes arrivés en tête, avec... En effet, le fait de tenir compte à l'Assemblée du fait que nous avons été élus dans le cadre aussi d'un front républicain et que tout le monde n'a pas voté pour nous, ce que nous ne contestons pas. Nous avons proposé cette méthode. Ça, ce qu'il propose, c'est simplement le blocage du pays et la durée et la crise qui s'installe avec un gouvernement provisoire. Voilà moi ce que je lis dans la lettre du président de la République. La négation du résultat comme jamais dans notre histoire politique. Donc, et jamais sous la Ve République. Mais c'est non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous ne pourriez pas participer au rassemblement qu'il propose. Aujourd'hui, il ne propose strictement rien. Aujourd'hui, il dit simplement parlez-vous et chacun reconnaîtra celui qui est républicain, qui ne l'est pas, etc. Enfin, il ne propose rien là. Il propose aucune chose. Il dit débrouillez-vous avec le chaos que j'ai mis dans le pays. Moi, c'est ça que je lis aujourd'hui. Valérie Boyer, qu'est-ce que vous répondez ? Je précise à l'instant que Laurent Wauquiez dit pas de coalition, mais un pacte législatif possible à l'Assemblée nationale. Ah bon, on avance. C'est toujours ce que nous avons proposé chez les Républicains, c'est-à-dire qu'en fonction des projets... En fonction des textes, c'est toujours ce que nous avons fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu constater qu'effectivement, Emmanuel Macron méprisait totalement les pactes qu'il avait essayé de mettre en place. Tout en... Voilà, c'était soit le 49.3, soit ne pas tenir compte. Je reviens, excusez-moi, sur la loi immigration. Quand le président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans le dos de tout le monde pour faire tomber le texte qu'il a demandé à sa ministre de voter, à sa première ministre de voter, on est quand même là dans la duplicité totale. Il refuse un référendum sur ce thème alors que 70% des Français le réclament, tous bords confondus. Donc bon, vous n'avez pas eu le sentiment quand même que sur cette séquence, il a tenté de travailler avec vous, que non, absolument pas. La première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a dû travailler avec la droite. Alors à ce moment-là, il n'aurait pas saisi le Conseil constitutionnel qui lui a renvoyé l'ascenseur en annulant un certain nombre de dispositions majeures. Non, je pense qu'effectivement, on a un président de la République qui a pris des décisions folles, qui a aggravé la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, au lieu de laisser les parlementaires peut-être discuter entre eux, peut-être qu'on aurait une chance, remet de la zizanie encore au milieu des difficultés dans lesquelles il nous a plongés. C'est encore de l'irresponsabilité. Martin Lévrier, est-ce que Emmanuel Macron est-il à sa place en écrivant cette lettre aux Français, dans ce moment où, quand même, c'est normalement du Parlement que doit émaner aussi le Premier ministre. C'est exactement ce qu'il dit dans sa lettre, et je suis assez content, parce que c'est un peu ce que j'ai dit avant, mais je ne savais pas qu'il écrivait ça. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Il demande aux forces politiques de trouver ensemble un chemin. Il ne dit pas
ce sera ce chemin-là, comme le fait mon camarade de gauche qui dit c'est le chemin de gauche et vous devez vous agréger. Bon, non, je vous ai pas coupé la parole. J'essaye de ne pas couper la parole et ça m'est très difficile, croyez-moi. Dire ensuite que le président de la République est très méchant parce que sur l'immigration il n'a pas été comme il faut. Je finis. C'est un exemple sur lequel on n'a pas la même approche, mais il y a eu combien de lois qui ont été votées pendant ces 2 ans? Il y en a eu plus de 150, je crois, qui ont été votées avec une majorité relative. Toutes les motions de censure sont tombées les unes après les autres. Donc ce gouvernement n'a pas été remis en cause. Si aujourd'hui c'était un gouvernement du front de gauche mené par n'importe lequel d'entre eux... Le nouveau Front populaire. Oui, pardon, excusez-moi, vous voyez comme quoi aujourd'hui, j'ai oublié les nuptiens, bref... il y aurait une motion de censure immédiate, donc on ne pourrait pas gouverner. Là, l'idée, c'est de trouver un gouvernement qui ne tomberait pas directement. Et je rejoins ce que dit M. Wauquiez. J'apprécie beaucoup ce que dit M. Wauquiez. Et je finis juste sur un point. Quand on dit le président de la République a semé le chaos et que dans le même temps, on réclame des référendums, mais qu'on estime qu'il met le chaos parce qu'il donne la parole à tous les Français d'un coup, je suis un peu surpris. Ce sont les Français qui ont décidé aujourd'hui. Emmanuel Macron, sa voix ne pèse qu'un, comme la mienne, comme la vôtre. Donc ce sont les Français qui ont pris cette décision. Écoutez les Français. Qu'est-ce que ça peut être ce gouvernement du coup? Est-ce que ça peut être un accord technique comme l'a dit par exemple Édouard Philippe? Il dit est-ce qu'à l'intérieur de ce bloc on est capable de s'entendre non pas du tout sur une coalition mais sur un accord technique qui permet d'avancer, de gérer les affaires pendant mais je pense que la France, il y a une guerre à nos portes. La France a besoin de plus que ça. Moi je pense que c'est le minimum et que si on a ce minimum ça sera déjà pas mal. Mais je suis convaincu, après 7 ans de mandat ici, qu'on est capable de faire beaucoup mieux avec la droite et avec la gauche républicaine. Voilà, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qui vous le fait penser quand vous voyez comme c'est quand même aussi difficile, comme il y a des rancœurs aussi, par exemple? C'est pour ça que je dis des rancœurs, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on a tous fait des erreurs. Moi, je les ai reconnus sur le logement, je peux les reconnaître sur une certaine arrogance qu'on a eue pendant 5 ans, où il y avait une majorité tellement pléthorique à l'Assemblée nationale, qu'il y avait un côté un peu arrogant, une forme, non pas de mépris, mais de regarder d'un peu de haut le Sénat. Je l'ai vu sur certaines lois. J'ai vu aussi la droite. Je reprends un exemple. Refuser à l'époque où on était dans une logique de privatisation, la privatisation de l'ADP qui était contre nature par rapport à ce qu'est la logique de la droite. Donc il y a plein de choses comme ça où on a tous nos défauts. Arrêtons de poser les défauts, essayons de trouver nos qualités pour avancer ensemble. Les Français nous en supplient. Attendez, on va donner la parole à Didier. Parce que, alors, sur la lettre, sur le fait que le président de la République appelle à un rassemblement large, je rappelle aussi qu'il appelle à la concorde, à l'apaisement et à une nouvelle culture politique française. Ce sont ses derniers mots. Il a vraiment honte de rien. Peut-il croire à ses propres mensonges? Et surtout, n'utilisez pas le 49.3. Enfin, je veux dire, on a vraiment envie de... C'est incroyable, quand même. Franchement. Ne soyez pas brutaux. Et on n'est pas brutaux, mais quand même, on a le droit de rigoler. On va donner la parole à Edwige. C'est pas de la brutalité. On rigole, excusez-nous. Quand j'ai appris qu'Emmanuel Macron envoyait une lettre aux Français, je pense que j'ai eu la même réaction que des millions de Français. C'est encore Emmanuel Macron, encore une lettre. Pour dire quoi et pourquoi faire. Bon, déjà, je me réjouis que si aujourd'hui le président de la République est obligé presque d'être un commentateur, un spectateur et presque finalement en retrait de la vie politique, je me réjouis de penser que c'est très probablement grâce à la percée de ma famille politique. On a ensuite aussi qu'il essaye de reprendre la main avec cette lettre. Hein. Pas tellement, parce que là, il dit en gros, débrouillez-vous. Mais alors là où il faudrait qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée, parce que je l'ai lu donc rapidement, il dit donc qu'on travaille avec tous ceux qui se reconnaissent dans les institutions républicaines, qui respectent l'état de droit, qui sont attachés au parlementarisme et qui ont envie d'une indépendance française. C'est exactement ce qu'est le Rassemblement national. Exactement. À aucun moment, nous n'avons remis en cause les institutions. Attendez, je finis juste. Donc c'est vrai que très bien, Emmanuel Macron, allons jusqu'au bout et travaillons à la concorde, à l'apaisement. Or, tout le monde sait très bien que celui qui a divisé les Français depuis cette année, c'est précisément Emmanuel Macron. Donc quand il dit travaillons ensemble, qu'il commence par faire respecter les institutions et que nous, Rassemblement national, nous participions à la vie parlementaire française et donc qu'il condamne peut-être les propos de la NUPES, ce qui exige l'exclusion du Rassemblement national de postes clés qui devraient normalement revenir au Rassemblement national. Vous me permettez une petite réflexion parce que moi je vous écoute. Le problème c'est que depuis des années vous racontez tout et son contraire et le pompon, le pompon s'est passé aujourd'hui ou hier.
Je crois que Jordan Bardella a été très clair pendant la campagne, en tout cas, sur son approche de ce que faisait M. Poutine. Très très clair. Or, nous apprenons que lundi, il s'est associé à Orban sur Europe, sur l'Europe des Patriotes, qui est le groupe parlementaire européen qui est le pire et le plus proche des Russes. Et il a attendu lundi, ça devait être fait vendredi, il a demandé d'attendre lundi. Alors, où est la vérité, où est le mensonge? Et des Azerbaïdjanais. On ne peut pas s'entendre avec vous tant qu'il n'y aura pas une clarté dans vos propos. Elle est extrêmement claire. Ne faites pas semblant de ne pas avoir compris. Et en ce qui concerne le calendrier, ne soyez pas dans la caricature. Non, on est quand même au Sénat. Les discussions de comptoir de café, je pense que ça fait tellement sa place ici. Expliquez-moi comment ils sont allés. Sur le calendrier, c'est tout à fait normal. Dimanche, nous attendions de voir si Jordan Bardella pourrait aller à Matignon. Ça n'est pas pour tout de suite, ça sera pour plus tard. Donc forcément, maintenant, il devient président de ce groupe. Vous savez, Viktor Orban, en ce moment, il est à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Donc c'est normal qu'il discute avec les uns et les autres. Et moi, je salue Viktor Orban. Mais c'est tout à fait. Mais bien sûr, il va voir Zelensky. Il l'a fait à titre personnel, et vous le savez. Iman Aliyev aussi. Donc en fait, c'est normal parce qu'en fait, Viktor Orban, contrairement peut-être à Emmanuel Macron, cherche la voie de l'apaisement, cherche un chemin pour la paix. Emmanuel Macron a fait tout l'inverse. Donc on est bien d'accord. Vous êtes trop Poutine. Pas tout va bien. Chers collègues, on ne peut pas dire que quand on s'associe à Viktor Orban, oui d'accord, c'est un chef d'État. Il va prendre maintenant, il va faire allégeance à Iman Aliyev qu'on est pour la paix. Là, je pense que là c'est pas possible. À un moment donné, vous voyez bien que toutes ces sommes de mensonges, madame, toutes les solutions que vous avez essayé de mettre en œuvre, elles n'ont fait qu'aggraver la situation parce que malheureusement, ça fait des années que la guerre est à nos portes et tout ce que vous avez tenté, ça ne fonctionne pas. Donc là, à un moment donné, il faut essayer un autre chemin. Oui, il faut laisser les Russes. C'est un allié sureffiable, monsieur Aliyev. Les titulaires d'hier, d'aujourd'hui, toujours les mêmes, c'est le même discours. Là, franchement, le coup d'Iman Aliyev avec Viktor Orban, je dois dire que c'est quand même hallucinant. On va continuer. En fait, c'est exactement comme Mme van der Leyen. On ne peut pas dire qu'on combat Mme van der Leyen, ce qui est mon cas, vraiment, et aller faire allégeance à Iman Aliyev. À un moment donné, il faut être clair sur ses positions internationales. Allez, on va continuer les réactions salle des conférences et notamment reparler de cette lettre aux Français qui vient d'être rendue publique dans la presse quotidienne régionale. Quentin, vous êtes avec le sénateur socialiste du Val d'Oise, c'est Rachid Temal. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en direct sur Public Sénat. On retient 2 informations dans cette lettre aux Français. Personne ne l'a emporté, écrit le président de la République. Il appelle les forces politiques à bâtir une majorité solide et nécessairement plurielle. Une réaction? Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela n'est pas sérieux et encore une fois, le président de la République abîme la démocratie. Pourquoi? Il a fait un choix irresponsable, de dissoudre. Voilà la belle affaire. Finalement aujourd'hui, pourquoi ne veut-il pas reconnaître la simple réalité? C'est qu'il y a eu des coalitions qui se sont créées à l'occasion des élections législatives anticipées. Et la première coalition, c'est celle du nouveau Front populaire de la gauche. Et la gauche est en tête. Et donc, si nous sommes dans une démocratie, il revient à la gauche de constituer un gouvernement, à elle de démontrer sa capacité à pouvoir le faire vivre. Et c'est ça que doit faire le président de la République. Il ne peut pas nous dire, en fait, ce n'est pas les dominos, vous savez, à la fin, on touille, on dit, regardez, tous les dominos sont sur la table, choisissez les vôtres. Donc, ce n'est pas sérieux. Ouais, une coalition qui irait de la droite de gouvernement jusqu'aux sociodémocrates, comme demandent les députés Renaissance, ça vous l'écartez? Mais il faut arrêter les blagues. Monsieur Macron et sa majorité de l'époque, dont les députés Renaissance, ont perdu les élections. Les Français les ont sanctionnés. Donc c'est fantastique ce moment où il y a une autre vérité. On veut nous emmener dans une vérité parallèle. Il y a une défaite, on nous dit mais on a gagné, venez avec nous. Non, aujourd'hui il revient encore une fois à la gauche et donc Emmanuel Macron doit aujourd'hui reconnaître la défaite de son camp et dire qu'effectivement c'est à la gauche de son côté d'en faire la démonstration, de diriger le pays. Alors justement, faut-il élargir le socle du nouveau Front populaire? On entend certains à gauche, comme Raphaël Glucksmann, appeler à s'étendre, à s'élargir vers le centre-gauche. Est-ce que c'est votre option également? Moi, j'ai pris la parole très tôt. Il y a 2 choses. Il y a à la fois la victoire du Front républicain et la victoire du Front populaire. Je pense que si nous disons tout simplement que la gauche, qu'est-ce qu'elle a proposé? Qu'on augmente les salaires, qu'on fasse encore en sorte que, par exemple, l'école fonctionne mieux, que les hôpitaux sortent de la léthargie dans laquelle ils sont, que la sécurité soit assurée par les Français. Si des hommes et des femmes souhaitent rejoindre
soit dans un gouvernement, soit en soutien sans participation à travers le vote de texte, cette nouvelle coalition majoritaire qui porterait ces projets pour la France, il et elles sont les bienvenus. Mais vous l'entendez, il faut le prendre dans le bon sens. sens. C'est un repoussoir pour beaucoup de ces personnalités du centre-gauche ou du centre. Ils ne veulent pas s'associer avec le Front Populaire tant qu'il y aura des LFI. Ça, vous l'entendez pas? Non mais là, vous mélangez plusieurs choses. Encore une fois, le point de départ, c'est qu'il faut reconnaître le résultat des élections. Depuis dimanche, nous sommes suspendus. Et le président fait des courriers, des lettres, tout ça est très gentil. Mais c'est quand même une démocratie particulière. C'est le seul pays où le président de la République ne dit pas très clairement « oui, il y a eu des vainqueurs ». Et donc, depuis dimanche, on a une petite musique, et il ne faut pas rentrer dedans, qui serait que tout le monde aurait gagné ou tout le monde aurait perdu. Ce n'est pas l'école des fans. On dirige un pays, c'est la 7e puissance économique et une puissance, je rappelle, qui est dotée de l'arme nucléaire. Et merci. Merci Rachid Temal pour cette réaction en direct sur Public Sénat. Tam, c'est à vous. Merci beaucoup Quentin. Le débat se poursuit sur ce plateau. Alors on parlait bien de coalition possible. Certains à gauche proposent une nouvelle coalition allant par exemple de renaissance au Parti socialiste. Écoutez à ce propos Carole Delga, présidente de la région Occitanie. La centralité de ce bloc de gauche, qui va bien sûr prendre nos alliés communistes, écologistes et les insoumis qui sont dans une logique de positif et dans une logique de construction. Donc, ceux qui ont et également une partie de renaissance. C'est indispensable pour avoir une majorité. Alexandre Wizy, alors, on essaye un peu de déployer les différentes idées de coalition possibles. Est-ce que vous dites oui pour une telle coalition? Le PS, une partie de Renaissance, on en a vu certains, Sacha Houlié, Agnès Pannier-Runacher, qui veulent aujourd'hui que cette aile gauche de Renaissance gagne en indépendance. Il y a un risque de dislocation. Est-ce que, si c'est le cas, vous faites une coalition avec eux? Est-ce que ça, c'est possible? Nous, on revient... Enfin, je pense que Rachid Temal a très bien dit les choses. Et vous voyez qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce qu'a dit Rachid Temal et ce que je peux vous dire. Vous n'êtes pas tout à fait du même bord, normalement, du Parti socialiste. Exactement. Vous avez raison, on n'est pas du même bord au sein du Parti socialiste et on vous dit la même chose. À savoir que, on est premier et on a gagné les élections. Et ce qu'essaye de faire M. Macron avec son courrier de pardon, c'est de nier le résultat des européennes, le résultat du premier tour, le résultat du deuxième tour et de nous dire, voilà, vous faites des gros câlins entre vous même s'il y a 3 projets très différents de société et puis vous vous mettez d'accord et vous vous débrouillez. C'est pas sérieux de faire de la politique comme ça en nous renvoyant en plus la responsabilité aux uns et aux autres. Donc nous avons proposé une méthode, c'est-à-dire que nous allons au gouvernement et nous travaillons avec les personnes du Front républicain à l'Assemblée nationale pour, en effet, dégager des majorités. Mais le gouvernement doit être un gouvernement de nouveau Front populaire. Ce que dit Carole Delga, c'est que si des gens se retrouvent sur notre projet, et en effet, il y a des sociodémocrates qui sont en train de se constituer, de ce que l'on comprend, qui partiraient de la majorité et d'ensemble derrière Sacha Houlié pour dire leurs différences et leurs sensibilités, s'ils se retrouvent sur les idées que nous avons défendues et dans le projet que nous avons défendu, eh bien, ils peuvent soutenir ce projet. Enfin, je veux dire, les choses, elles sont très claires depuis le Parlement. Ils sont proches de Raphaël Glucksmann, qu'on ne voit plus trop d'ailleurs. Hein. Mais Raphaël Glucksmann a soutenu aussi le nouveau Front populaire de manière claire, etc. Donc nous sommes alignés, nous sommes clairs. Ce qui est en train de se passer en revanche, c'est que le président de la République est en train de tenter d'effacer les élections législatives qu'il a lui-même convoquées. C'est incompréhensible et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Juste une question. Qui vous voyez comme Premier ministre si c'est le nouveau Front populaire? Moi je souhaite que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Mais arrêtez de dire, franchement. C'est franchement pas respectueux, même de ce que vous entendez. Vous avez bien vu que personne n'envisage que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Nous, notre candidat, c'est Olivier Faure, qui est le candidat pour les socialistes. Parce que nous avons une habitude, une responsabilité de l'action gouvernementale, et parce que Olivier Faure a un profil de chef d'équipe au Parti socialiste. On sait faire des synthèses. On sait faire des synthèses. Ça met d'accord l'ensemble du nouveau Front populaire. On sait faire des synthèses à gauche, on sait faire des synthèses à gauche et on a cette habitude-là. Donc oui, je pense que les socialistes sont en bonne position pour conduire un gouvernement si M. Macron ne nie pas le résultat des élections. Valérie Boyer, pour l'instant, politique fiction. Qu'est-ce que vous faites, vous, la majorité sénatoriale, dans une telle configuration? Monsieur Macron va retourner à ses premières amours. C'est vrai qu'il vient du PS, exactement. Avec son mentor qui est François Hollande. Pourquoi pas François Hollande? C'est élections. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Vous voyez, là, pour le coup, l'analyse, je la comprends pas. C'est l'inverse qui se passe. On est dans une sorte de mascarade démocratique
politique qui est vraiment, incroyable, avec des accords à gauche entre. Vous voulez dire sur le nouveau Front populaire et les 180 bien sûr, franchement. Vous avez entendu depuis le soir du deuxième tour. Les personnes de la NUPES, Front populaire nouvelle, clamaient que ce serait M. Mélenchon et qu'il fallait un consensus. C'est une fake news absolue. Une personne n'a dit depuis le soir que c'était M. Mélenchon. Même les Insoumis, leur candidat n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais Clémence Guettet qu'ils évoquent. Donc, personne ne dit Jean-Luc Mélenchon. C'est une fake news absolue. Par acclamation ou par consensus. Non, franchement, c'est pas sérieux. On ne peut pas dire n'importe quoi devant les Français. Mais c'est le résultat. C'est le résultat de l'élection et de l'intervention du président de la République entre les deux tours. Donc vous admettez qui a souhaité que la gauche par la voix de Gabriel Attal que les choses se passent de cette façon. Je vous remercie de le dire, la gauche a gagné les élections. Je trouve ça extraordinaire. Il est 17h11. On réclame, tous les partis réclament régulièrement des référendums, disent qu'il faut rendre la parole au peuple. Le président de la République rend la parole au peuple, le peuple décide à 60% d'une situation telle qu'elle est. Et comment vous l'analysez, vous, la situation ? Je vous l'ai dit dès le départ. Vous dites c'est 3 blocs. Je dis, oui, il y a 3 blocs. Et comment on fait avec ces blocs ? Que nous demandent les Français ? Moi, je suis convaincu, puisque tous les gens que je qualifierais de raisonnables, ou la plupart, ont voté, je vous dis, quand ils étaient à gauche, parfois à droite, parfois au centre, parce qu'il fallait faire ce front, etc., etc. Ces gens-là nous obligent. Et ils nous disent, entendez-vous maintenant, arrêtez ces grosses blagues, entendez-vous, plutôt que de chercher un soi-disant... Enfin, quand j'entends ce discours, on est unis comme jamais. Mais alors on hésite entre Mélenchon, on hésite entre Olivier Faure, on hésite entre je sais plus qui. Ils sont au moins. Il y a plus de candidats à l'élection d'être Premier ministre à gauche que d'électeurs en France. Enfin, c'est extraordinaire. Il faut arrêter. On voit aussi beaucoup d'ambition au centre. Non mais excusez-moi, mais pas moi. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il n'est pas de savoir quel est le Premier ministre aujourd'hui. Le sujet, il est de savoir si oui ou non des forces républicaines sont capables de s'entendre sur du court terme pour faire avancer notre pays et rendre service aux Français. Rappelons que nous sommes au service des Français plutôt que d'être obsédés par un pouvoir. Edwige Diaz, sur la possibilité du coup que cela aboutisse à un nouveau Front populaire au gouvernement et à un Premier ministre de gauche. De toute façon, c'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'en fait, il y a tellement de cacophonie, que ça soit au sein du nouveau Front populaire ou que ça soit au sein de la Macronie, avec des sous-groupes qui sont en train de se constituer, des purgés à gauche, des dissidents à gauche. J'entendais Sacha Houlié qui veut monter son propre groupe, donc indépendamment de Renaissance. Donc le problème, c'est que tous ces gens-là sont en train, pour certains, c'est le cas des Républicains, de préparer l'élection présidentielle. Je pense à Monsieur Wauquiez, peut-être. Et donc, je pense que tout ça donne un spectacle assez affligeant aux Français qui doivent se sentir méprisés, trahis. Et donc, je dis que la position de mon mouvement politique face à cette cacophonie, face à ce bazar, eh bien, nous entendons continuer d'incarner un socle stable, solide, et surtout, nous allons continuer de préparer l'avenir parce que, vu la situation actuelle, très probablement que nous rentrerons en campagne dans les tout prochains mois en vue d'une dissolution qui sera peut-être inéluctable, une fois de plus. Alexandre Ouizier, est-ce que le nouveau Front populaire peut rester dans sa configuration actuelle avec LFI, avec le Parti socialiste, quand on voit un certain nombre de prises de parole? On a cette interview de François Ruffin qui dit « Avec Jean-Luc Mélenchon à la télé tous les 2 jours, ça nous étranglait, il fallait que je coupe la corde pour respirer ». Quand on voit aussi ce qu'a pu dire Fabien Roussel, cette conversation qui a été enregistrée, alors il dit que c'était avant le premier tour, mais qui a dit « Le plus simple, c'est de faire sans les insoumis ». Est-ce que votre union, elle est vraiment solide ou est-ce que ce n'est que de la façade? Ça, je l'ai entendu aussi. Donne des leçons de démocratie, c'est formidable. C'est à vous qu'on a posé la question. Non, je plaisante. Mais juste pour répondre simplement, en fait, François Ruffin, Alexis Corbière, moi je les entends au contraire appeler leurs camarades, anciens camarades, je ne sais pas comment ils le disent, de la France insoumise, à respirer, à s'émanciper, mais ils sont dans le cadre... Et à faire sans Jean-Luc Mélenchon. Ils sont dans le cadre, ils se positionnent tous dans le cadre du nouveau Front populaire. Et quand on dit, pardon, mais je suis désolé, j'ai toujours un problème avec la manière dont le Rassemblement national
pensent aux Français comme des enfants. Ils ne comprennent pas, ils se sentent méprisés. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe. Un certain nombre de messages, je vous très bien ce qui se passe. Ils voient ce que c'est. Ils voient ce que c'est qu'une république qui fonctionne. Ils voient ce que c'est que des partis qui sont en train, 3 jours après une élection, de se mettre d'accord. Ils sont en conclave. Ils discutent sur ce à quoi pourrait ressembler un gouvernement. Les gens ne se disent pas « Oh là là, vraiment, vous avez une vision des gens, vous avez une image des gens qui serait comme s'ils étaient des lapins devant les phares, comme s'ils étaient des lapins devant les phares et qu'ils étaient... Bah si, la manière dont vous voyez la démocratie, madame, c'est vraiment problématique. Les gens comprennent ce qui se passe. Il y a des institutions, il faut les faire fonctionner, c'est pas facile. Ils ont compris. Que moi, que vous renverrez une bonne image. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les électeurs de ma circonscription qui m'ont élu dès le premier tour, alors que j'avais une candidate France Insoumise devant moi et une candidate macroniste, entre autres, ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, leur député qui a été élu au premier tour et qui a rejoint un groupe de 143 élus, ils ne comprennent pas pourquoi on veut écarter ces gens des institutions. Et vous faites partie de ces écarteurs d'institutions. Donc oui, je pense que vos électeurs, je pense que vos électeurs finiront par vous en vouloir parce que en définitive, vous vous êtes compromis, vous vous êtes vendu pour des plats de lentilles et aujourd'hui vous faites l'inverse de ce que vous avez promis aux électeurs. Allez, on va continuer les réactions salle des conférences. On va rejoindre Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste, au micro de Quentin Calmet. Bonjour Monsieur Gontard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici effectivement en direct sur Public Sénat. Vous êtes président du groupe écologiste. Un mot sur cette lettre du président de la République aux Hauts-Français parue dans la presse quotidienne régionale. On retient ces 2 phrases. Personne ne l'a emporté à propos des élections législatives. Et cet appel à former une majorité solide, nécessairement plurielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, quand même, rappeler au président de la République que personne ne l'a emporté. En tout cas, certainement pas lui. Que c'est d'abord un échec de sa politique, c'est un échec de ce qu'il a pu produire depuis plus de 7 ans. Et puis il y a quand même un groupe, le Nouveau Front Populaire, à plus de 200 parlementaires. Alors oui, qui n'a pas une majorité absolue, mais qui est en tête. Et dans un régime parlementaire, c'est à ce groupe-là, normalement, de pouvoir, en tout cas, avoir le Premier ministre et puis pouvoir former un gouvernement. Alors, c'est aussi simple que ça. Justement, où en sommes-nous à l'heure où l'on se parle ? Est-ce que vous savez si les négociations au sein du NFP ont abouti sur la sélection d'une personne, d'un profil ? On sait que vous vous êtes fixé jusqu'à vendredi pour trouver ce profil. Où en sommes-nous, Monsieur Gontard ? Alors, je ne peux pas vous dire où on en est exactement. S'il y avait déjà un nom qui était sorti, je pense que vous le sauriez déjà. Je pense que les discussions sont en cours. Je pense que c'est pas que la question de la personne. Il y a quand même central dans les négociations. La question de la stratégie, moi je n'ai aucun doute. En tout cas, il y aura une femme ou un homme qui représentera le Nouveau Front Populaire dans sa totalité et qui sera proposé au président de la République. Est-ce qu'Olivier Faure, le candidat des Parti socialiste, peut vous convenir ? Mais oui, moi je dirais que toute personne qui issue du Nouveau Front Populaire, qui représente le Nouveau Front Populaire, moi je le répète à chaque fois, c'est pas la France Insoumise, c'est pas le Parti communiste, c'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est pas le Parti Socialiste, c'est un ensemble. En plus cet ensemble auquel on peut associer aussi des syndicats, une force et une union populaire, et donc il y aura une personne qui va représenter. Il faut effectivement qu'il y ait ces discussions, il faut trouver la belle personne. On a déjà le portrait robot, il a déjà été défini notamment par Marine Tondelier. Donc, il faut avoir un petit peu de patience. Oui. Et après, c'est la responsabilité du président de la République. La responsabilité du président de la République à nommer un ou une première ministre, justement, qui correspondent, justement, au groupe le plus important. Et ensuite, surtout, le Nouveau Front Populaire, c'est quand même le groupe qui souhaite, qui veut gouverner. On a le programme, on peut le faire, on sait le faire et on a envie de le faire. Ce que je constate de l'autre côté, c'est qu'il n'y a ni cette envie ni cette capacité. Si on prend la majorité présidentielle plus les Républicains, je constate qu'en 2022, ils avaient 304 parlementaires. Ils étaient majoritaires, ils avaient la majorité absolue. Ils ont été dans l'incapacité de gouverner. Donc je pense qu'il faut en prendre acte. Nous, on sait faire et on a cette capacité-là. Eh bien, merci. Et merci pour cette réaction à chaud ici au micro de Public Sénat. Tam, c'est à vous. Merci beaucoup, Quentin. Alors, en tout cas, dans cette séquence, une seule chose est sûre, c'est que le Rassemblement national n'accéderait pas au pouvoir cette fois-ci. Mais Marine Le Pen s'accroche ce matin. Les députés Rassemblement national faisaient donc leur entrée à l'Assemblée. On écoute Marine Le Pen. J'arrive avec un groupe de députés qui est arrivé aux élections législatives le premier en voix, le premier parti en nombre de députés. Et par conséquent, nous allons jouer le rôle que nos électeurs
nous ont confié, même si un certain nombre de manœuvres, et notamment des manœuvres de désistement massifs, nous ont privés de la majorité absolue. Ça n'est que partie remise, parce qu'on ne peut pas indéfiniment tordre la représentation nationale. Alors Edwige Diaz, on entend que Marine Le Pen ne lâche pas le morceau. À quelles conditions vous allez pouvoir faire exploser ce plafond de verre en 2027 ? Est-ce qu'il va pas falloir changer vos cadres, votre implantation, revoir des pans du programme ? Il y a eu les bourdes, il y a eu les dérapages, il y a eu les reculs dans l'entre-deux-tours. Nos adversaires ont essayé de faire croire que nous étions confrontés à une défaite. Or, moi, ce que je constate, c'est que il y a 5 ans, nous avions 7 députés. Il y a 3 semaines, nous en avions 88. Et aujourd'hui, nous sommes 143. Il y a 2 ans, à avoir un moment la majorité absolue. Bien sûr, parce que quand vous faites de la politique, Jordan Bardella commençait à faire un gouvernement pour gagner, mais c'est tout à fait normal que nous soyons. Heureusement que nous ne partons pas en campagne pour perdre. Sinon, changeons d'aspiration. Donc, je disais, nous avons augmenté de manière considérable le nombre de nos députés en très peu de temps. Nous avons aussi augmenté de manière considérable notre nombre d'électeurs en passant d'un peu plus de 3 millions en 2022 à 10 millions en 2024. Donc la marée monte, notre victoire est inéluctable, c'est juste une victoire différée comme l'a indiqué Marine Le Pen et nous allons continuer grâce à notre groupe uni, soudé, travailleurs derrière Marine Le Pen. Nous allons continuer de convaincre les Français. Je vous informe qu'il y a 77 circonscriptions dans lesquelles nous avons dépassé les 45%. Donc bien évidemment, ces circonscriptions, nous avons vocation à les gagner la prochaine fois. Et moi, je fais tout à fait confiance à ma famille politique, à nos cadres, à nos militants, à nos candidats battus de peu pour repartir sur le terrain immédiatement, pour continuer d'aller convaincre les Français. Il y a un examen de conscience à faire quand même. C'est ce que vous a dit ce matin Jordan Bardella. Mais il y a eu quand même des problèmes sur les candidatures, des candidats xénophobes, des candidats qui ont eu des propos problématiques. Répondre. Ah non, moi c'est pas eux. Comme je dis, notre campagne n'est pas un échec. Et en plus, c'est une victoire différée qui succède à une victoire large, puisque je vous rappelle notre score au moment des élections européennes, plus de 30%, résultat historique. Donc bien sûr que nous améliorerons ce qui peut être amélioré, que nous réorganiserons ce qui doit être réorganisé, mais dans tous les cas, nous n'avons qu'une seule boussole, c'est servir l'intérêt des Français, et un seul objectif, pousser les portes de l'Élysée et de Matignon. Est-ce que Marine Le Pen a raison de conserver toutes ses ambitions pour 2027, comme on voit combien c'est difficile de se mettre d'accord en face, Martin? Elle n'a pas tort. Je pense qu'elle espérait une grande victoire, et encore elle, j'en suis pas sûr, elle espérait une grande victoire dimanche dernier. Elle a eu une petite victoire, mais c'est une victoire, il faut le dire. Enfin, je veux dire, moi, je reconnais parfaitement, quand on passe de 3 millions à 10 millions d'électeurs, qu'on double son nombre de députés, j'ai pas d'état d'âme à dire que pour eux, c'est une victoire. C'est pas une victoire globale, puisque c'est un groupe qui est 3e, donc on ne veut pas dire qu'on est gagnant, qu'on est 3e, ça on s'en sort pas, mais c'est pas une défaite. Derrière, c'est une nouvelle fois, votre démonstration le montre, vous avez été élu sur la somme des mensonges que vous répétez à longueur de temps. Les Européennes, vous avez gagné en expliquant que vous étiez anti-Poutine. Vous venez de nous prouver exactement que vous étiez pro-Poutine. Et ça, c'est excessivement grave. Sur la retraite, vous avez démontré votre incapacité à calculer, à additionner 42 plus 25, ce qui était quand même assez remarquable. N'importe quoi. Bah si. Mais justement, excusez-moi, ça je le fais. Mais je vous remercie. Je crois que la vraie réponse, si on veut éviter, je le redis, que le Front National, que les extrêmes, moi je ne mets pas que le Front National, je mets les extrêmes, le Front National, le droite comme l'extrême de droite comme l'extrême de gauche. LFI. Ça relève uniquement aujourd'hui des hommes et des femmes politiques pour qu'elles s'entendent et qu'elles le comprennent et qu'elles répondent aux désirs des Français. Sinon, si nous échouons cette fois-ci, je crains effectivement que ce soit une très belle victoire en 2027. Oui, Valérie Boyer. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces querelles d'appareils, de ces querelles de picrocolline. Aujourd'hui, soyons sérieux. Moi, je regrette cette lettre du président de la République qui apporte de la confusion. Et c'est vrai que la parole, malheureusement, du président de la République, qui est le garant des institutions aujourd'hui, apporte de la confusion. Mais soyons sérieux. Nous sommes dans un parti, en tout cas les Républicains, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec mes collègues qui viennent d'être réélus,
nous souhaitons effectivement parler des projets. On ne va pas participer à des combinations d'appareils, d'autant que effectivement vous pouvez conclure un pacte législatif. Bien sûr, ça c'est possible, c'est ce qu'a dit également Bruno Retailleau. Mais il y a une ligne, il voudrait plutôt un haut fonctionnaire à la tête d'un éventuel gouvernement. Ça vient à la fin, ça. Voilà, mais aujourd'hui, il y a une ligne rouge. C'est qu'on ne peut pas prendre, en tout cas, moi c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de mes collègues qui viennent d'être réélus avec des Français qui ont voté pour les Républicains et qui les ont ramenés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas prendre, on ne pourra pas ne pas voter une motion de censure avec un gouvernement qui comporterait des députés LFI, qui comporterait des personnes qui ont fait élire un triple fichier S à l'Assemblée nationale, avec des personnes qui disent, un flic avec M. Mélenchon, qui prétend que c'est une plaisanterie quand des policiers sont morts. Non, mais tout ça, ce n'est pas possible. On peut pas continuer sur la haine des Juifs, on peut pas continuer sur la haine des flics, on peut pas continuer sur la haine des capitalistes, comme ça a été clamé pendant cette campagne. Donc ça, c'est notre ligne rouge. Par contre, ce que nous ne souhaitons pas, c'est faire... c'est ajouter de la confusion à la confusion aujourd'hui. Donc nous sommes clairs, nos électeurs, ils ont mis un bulletin, les Républicains dans l'urne. On participera à des textes législatifs, bien évidemment, comme on l'a toujours fait. Et je rappelle quand même que la main que nous avons tendue aujourd'hui, quand M. Macron avait plus de parlementaires, qu'il était dans une situation plus favorable, il ne l'a pas saisie. Alexandre Wizy, le mot de la fin. Juste un mot donc, sur le Rassemblement national qui était votre question. En fait, moi je pense qu'il s'est passé entre le premier et le deuxième tour, c'est d'abord un grand moment de dévoilement. En fait, vous avez eu 10% des candidats à Rassemblement national où vous aviez la femme avec la casquette nazie, la femme qui avait fait un braquage à main armée dans... C'est totalement vrai, mais avait fait 45 personnes, ça fait quasiment 10%. Avec un braquage à main armée. Ensuite, il y a eu aussi ce qui a été dit, qui était assez juste, c'est-à-dire qu'en effet, on a vu dans le débat que Jordan Bardella était perdu même sur le fonctionnement du système de retraite. Enfin, un truc aussi simple et fondamental que le fonctionnement du système de retraite, ça a été complètement terrible. Et donc, si vous voulez, on se retrouve dans cette situation où vous avez quelqu'un qui a été dévoilé. Alors maintenant, quel est le choix pour le pays ? C'est simple. Soit il choisit, en effet, dans les prochaines échéances, une solution ethnique qui brise la France en 1000 morceaux, qui coupe les Français en 1000 morceaux, les binationaux, les étrangers, tout ce que vous voulez. Ou bien, vous choisissez une solution pour soigner le pays par le social, par les services publics, par le pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça aujourd'hui le grand choix que les Français ont devant eux. Quelle solution ils veulent pour leur pays ? Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Ce débat, il pourrait se poursuivre encore.